Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartesian. Alors comme on l'avait dit la dernière fois, cette vidéo va être un petit peu particulière. On va pas faire les news et puis un sujet technique. On va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées par mail. Et puis après on fera une petite vidéo bonus qui dure 1 minute à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Allez, on y va. Donc pour les questions que nous avons reçues, elles sont ici, on en a une dizaine. Alors je ne vais pas donner les noms des gens, je vais simplement donner les initiales et on va commencer par les questions qui sont plutôt techniques. La première l'est complètement. C'est Monsieur HK qui nous demande « J'ai remarqué que pour les kits en objet, vous publiez des réponses en fréquence dont le niveau SPL ne tient aucun compte de la perte de l'effet baffle, ce qui peut introduire le consommateur en erreur concernant l'efficacité réelle de ces kits. En êtes-vous conscient? Et si oui, entre parenthèses, ce dont je ne doute pas, pourquoi publier de telles courbes ?» Alors, d'abord, je suis un petit peu amusé d'avoir cette question-là parce que si on a publié les courbes de réponse en fréquence avec ces niveaux-là, c'était dans l'espoir de jamais avoir de questions sur le sujet. Donc au moins on voit qu'il y a des gens qui sont suffisamment connaisseurs pour relever cet écart-là. Si on l'a fait, c'est surtout pas dans l'idée de tromper le consommateur, bien au contraire. Voilà comment on mesure un haut-parleur seul. La mesure est faite sur un baffle IEC dans une chambre anéchoïque. Le niveau sonore qui est donné, c'est-à-dire le rendement qui est donné pour 2,83 volts, c'est la moyenne de la réponse en fréquence entre 300 et 3000 Hz en général, plus le rendement qui est calculé au travers des 4 paramètres Yale Small, la masse mobile, le facteur de force, la résistance série et la surface utile de la membrane. On fait la moyenne des deux valeurs qui sont obtenues. Et là, on obtient donc le rendement, la sensibilité du haut-parleur pour 2,8 volts dans une chambre anéchoïque. Lorsqu'on prend le haut-parleur et qu'on le met sur une enceinte, effectivement, on va avoir une perte de sensibilité dans la zone du médium, puisque le baffle de l'enceinte est plus étroit qu'un baffle IUC, et donc le rayonnement du haut-parleur se fera, on va dire, sur une... non pas sur une demi-sphère, mais sur un angle qui sera plus large. Donc la dispersion sonore étant plus grande, la pression acoustique qui est perçue devant le haut-parleur à 1 mètre est plus faible. On est d'accord là-dessus. Si nous avons décidé de garder la valeur du haut-parleur seul sur un baffle IUC, c'était pour 2 raisons. La première, c'était ne pas perturber les clients entre la différence de sensibilité qu'il y aurait sur le haut-parleur seul et le haut-parleur utilisé dans un kit. C'est loupé. Et la deuxième raison, c'est que il faut tenir compte de l'effet baffle, oui, mais il faut aussi tenir compte de l'effet de la pièce, du room gain. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo YouTube du très bon Eric Corner. On va vous mettre un lien dans la description qui a pris, je sais pas, de tête peut-être 20 ou 30 ou plus enceintes disponibles sur le marché et qui a comparé le niveau d'efficacité donné par le fabricant avec le niveau d'efficacité que lui a mesuré via son système Clipel qui permet de se passer d'une chambre anéchoïque pour faire la mesure. Et on remarque qu'il y a des différences de niveau qui sont entre 3 jusqu'à 12 dB pour des marques dites à haut rendement américaines. Et alors, ça justifie rien du tout. Je donne simplement ça pour expliquer que l'effet de la pièce est non négligeable et en général on gagne à peu près 6 dB dans une pièce par rapport à la sensibilité qu'on mesure en chambre anéchoïque. Ça dépend où on met l'enceinte dans la pièce, etc. Et il y a des marques, la plupart des marques en fait, si elles ont un tel écart, c'est parce que les sensibilités qu'elles donnent tiennent compte de cet effet de la pièce. Alors nous, on voulait pas être moins disant que les autres avec les enceintes en kit et on voulait pas non plus perdre les consommateurs avec des différences entre le haut-parleur seul et le haut-parleur qui est utilisé dans un kit. Voilà l'explication. On passe à la question suivante. Alors, on a une question de Monsieur OH. Bonjour, je suis très intéressé par votre nouvel haut-parleur large bande WIP 120 VHE pour un projet DIY. Dans ce projet, l'idée serait de découpler mécaniquement complètement le driver du cabinet. Pour cela, il faut tenir le haut-parleur par sa partie arrière, entre parenthèses fixation du HP sur une masse. Le trou à l'arrière de ce haut-parleur a-t-il une utilité? Évent pour relâcher la pression au centre de la bobine, dissipation de la chaleur.
entre parenthèses, peut-on se servir de ce trou comme point d'ancrage en gros, point d'interrogation. Merci d'avance. Alors oui, ce trou a une utilité, il sert à décompresser le volume qui est derrière le dust cap, le cache-poussière au centre du haut-parleur. Ce dust cap, il est en aluminium de très faible épaisseur et il joue le rôle du dôme, comme le dôme d'un tweeter. C'est lui qui est chargé de reproduire toutes les fréquences aiguës. S'il n'y avait pas ce dôme qui décompresse complètement le volume arrière, on aurait un petit pic de résonance à cause de la petite cavité qui est derrière ce dôme. Donc oui, ce trou est utile. Au bout de ce trou, c'est-à-dire juste derrière le dôme qui joue le rôle de tweeter, on a une petite mousse qui amortit les sons à l'arrière et on a aussi tout en haut un aimant néodyme qui est collé. Donc en clair, je vous déconseille fortement d'utiliser ce trou-là pour faire une fixation et il y aurait aussi une très mauvaise idée à avoir, ce serait d'essayer de tarauder ce trou-là pour pouvoir fixer une tige filetée ou une vis de fixation puisque c'est des pièces polaires donc elles sont saturées par un champ magnétique et tous vos copeaux iraient essentiellement là où il ne faut pas, dans l'entrefer, c'est-à-dire là où le champ magnétique est le plus concentré. Donc je vous conseille de ne pas faire ça. Alors la question suivante, c'est un groupe de 4 questions de Monsieur JP. On y va. Bonjour, c'est avec un immense plaisir de vous poser les questions suivantes. La première, un constructeur concurrent propose des haut-parleurs avec des bobines elliptiques. Pour vous, cela est-il intéressant ou simplement un argument marketing ? Alors, je ne vais pas donner mon avis sur la technologie d'un concurrent. Le concurrent, en l'occurrence, c'est ScanSpeak, j'imagine. Ils ont fait des très bons parleurs, par le passé, mais ils en font encore des très bons. Donc j'imagine qu'ils ont une très bonne raison de le faire. La seule question que je me pose, c'est si avoir une différence de géométrie entre la périphérie de la membrane et la forme de la bobine, alors pourquoi n'ont-ils pas fait un haut-parleur elliptique comme il en existait déjà il y a 25 ans, tout en gardant une bobine ronde, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour l'assemblage. La deuxième question de Monsieur JP. Le filtrage de premier ordre acoustique est une option de filtrage qui apporte une distorsion de phase quasi nulle. Pourquoi Cartesian ne propose pas des haut-parleurs capables de suivre cette cible acoustique ? Alors pour répondre à ça, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur les termes de distorsion de phase, parce que pour moi, un filtre du premier ordre apporte une variation de phase qui est plus douce. Par contre, ça ne dit rien de la distorsion de phase. Et après, sur le fait que les haut-parleurs soient capables d'être filtrés du premier ordre ou pas, je pense que ça dépend d'autres paramètres, par exemple en fonction du count break-up, à partir de où est-ce qu'on voudrait commencer à filtrer les haut-parleurs. Donc je ne crois pas que les haut-parleurs cartésiens ne sont pas capables de faire des filtres du premier ordre. Souvent ce qu'on fait c'est des filtres avec un circuit bouchon. Je trouve que c'est plus efficace que des filtres du second ou troisième ordre où on cible simplement le count break-up et on fait un filtre bouchon là-dessus. Donc il faudrait déjà faire une vidéo sur la distorsion de phase, la phase en général, les variations de phase en fonction de l'ordre et du type de filtre pour pouvoir répondre un petit peu plus précisément à cette question. Mais une chose qui serait intéressante, ce serait d'ouvrir un sujet sur un forum pour déjà en discuter entre vous les passionnés et puis éventuellement formuler la question de façon à ce qu'on puisse y répondre de manière un petit peu plus précise. La question suivante, pourquoi vous ne proposez pas un kit avec du filtrage actif avec un mix IIR et FIR pour une écoute moniteur neutre ? Alors là encore, pourquoi on ne propose pas ce genre de produit ? On y a pensé et on ne le fait pas parce qu'il y a des gens qui le font déjà très bien. Je pense à Mini DSP par exemple. On fera peut-être l'année prochaine un module subwoofer pour accompagner nos haut-parleurs d'extrême grave dans des kits. Ça c'est en cours et ces modules subwoofer possèdent un DSP. On est en train de travailler sur l'interface graphique pour pouvoir faire le paramétrage de ce DSP. Mais pour des petites cartes de modules DIY comme fait Mini DSP, ils le font déjà très bien. Nous on n'est pas équipés pour ça, c'est pas notre cœur de métier. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est travailler avec des fabricants d'électronique ou des fabricants d'amplificateurs de DSP et faire ce qu'on appelle des composants OEM, ODM. Il y a assez peu d'intérêt, on préfère vraiment se concentrer sur notre cœur de métier qui est la fabrication de haut-parleurs. Pour la deuxième partie de la question, sur le fait que l'écoute neutre d'un moniteur grâce à un filtre FIR-IIR, je pense que ça mériterait
un débat, une discussion. Je ne suis pas du tout certain qu'une enceinte qui a une réponse en fréquence parfaitement plate dans l'axe à 1 mètre grâce à un DSP donne une écoute neutre. Quand on a fait ça, on n'a absolument aucune information de ce qui se passe dans le domaine temporel. L'oreille humaine est d'abord un capteur de transitoire. Donc en gros, on n'a pas effacé la coloration du haut-parleur parce qu'on a une réponse en fréquence plate. Si on veut s'en convaincre, on peut prendre 2 enceintes qui sont très différentes. On cible une bande passante qu'elles sont toutes les deux capables de reproduire, par exemple 80 à 15 000 Hz. Et on fait sur toutes les deux un filtre, un DSP qui permet d'avoir une réponse en fréquence parfaitement plate. On réécoute les 2 enceintes et on reconnaît parfaitement les 2 enceintes. Donc vous verrez qu'on ne résout pas le problème de coloration au travers de ce genre de choses. Je ne dis pas que la réponse en fréquence plate est inutile, oui, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas ça qui va donner un son neutre à une enceinte. La dernière question, vous avez informé faire une gamme de haut-parleurs haut de gamme, quelles seront les innovations ? Point d'interrogation. Je vous souhaite une excellente journée à vous, au plaisir de vous voir dans vos prochaines vidéos. Je suis un grand fan de vos vidéos, j'apprends à chaque fois des informations techniques. Merci, c'est gentil. Alors, pour répondre à celle-là, je lis avec une autre question de Monsieur RP qui nous demande que deviennent les haut-parleurs de la gamme VKI que vous avez présenté à Munich en 2022. Alors bonne question. Ces haut-parleurs ont déjà été fabriqués avec des caractéristiques spécifiques pour des grandes marques de hi-fi. Pour celui qui est distribué, on est en train de travailler et on utilise les orientations des grandes marques pour choisir ce qu'on va faire sur les haut-parleurs distribués. En clair, nous, au départ, ce qu'on voulait faire, c'était un haut-parleur qui soit un compromis entre avoir une bonne sensibilité et descendre bas en fréquence. Et au travers des commandes que nous avons reçues, on s'est aperçu qu'il y avait clairement 2 applications distinctes, le haut rendement, l'extension dans les basses fréquences. Donc ce qui risque de se passer, c'est qu'au lieu d'avoir un haut-parleur WOM 185 VKI, on va en avoir 2. Un WOM 185 VKI revu avec une plus haute sensibilité, mais une limitation entre guillemets en basse fréquence à environ 35-40 Hz, et une version sub 185 VKI qui, elle, pourra aller reproduire la première octave. Alors je vais vous les montrer rapidement à l'écran. Ça pèse son poids. Le WOM 185 VKI, il est ici. Donc on conserve toutes les innovations qu'on avait prévues, à savoir une suspension dans un matériau à faible perte mécanique avec un profil oméga. On expliquera pourquoi plus tard. Il y a toujours notre technologie, c'est Dynamic Spider. La membrane, elle est à la fois composée de la technologie Hexacone et CGF ici. On a un circuit magnétique qui utilise 8 aimants radio en néodyme, on a 8 bagues en cuivre, on a une bobine en titane, une bague de démodulation, bref, on a tout ce qu'il faut pour avoir un haut-parleur qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Donc on les peaufine et je pense qu'ils seront disponibles pour le printemps. Donc ça c'est le WOM 185 VKI. Son frère est ici, donc ça c'est le Sub 185 VKI, donc on voit que c'est presque les mêmes, l'équipage mobile est différent, on voit que la suspension est très différente pour avoir des très longues excursions, donc on s'en reparlera au printemps. Voilà, je vous montre l'arrière du haut-parleur, on voit ici que c'est largement ventilé grâce à cette nouvelle technologie de circuit magnétique. On va passer à la question suivante. On arrive donc à la question de Monsieur SS. Bonjour Clément, bonjour Cartésian, voilà ma question. Vous avez de très beaux produits, notamment de très belles compressions. Est-il prévu de concevoir des pavillons de qualité pour associer à ces compressions ? Car autant concevoir une caisse adaptée à un HP est accessible, autant développer un pavillon est extrêmement complexe. Oui, c'est vrai, et j'associe votre question avec celle de Monsieur JFL. Bonjour, pourquoi pas un système DIY de qualité high-end, style à pavillon ? Je pense que la plupart de vos abonnés sont passionnés de hi-fi et qu'une telle proposition plairait à beaucoup, y compris les USA friandes de DIY. Pour ma part, j'ai réalisé un système sur base de Fostex large bande à pavillon et je serai partant pour une autre réalisation. Bravo pour votre travail sur YouTube. Merci à tous les deux. Alors la réponse en 2 parties.
Pourquoi on n'a pas de pavillon à proposer avec nos chambres de compression ? On y a pensé, on a fait des essais avec des fabricants de pavillons qui font des pavillons usinés dans le bois. Ces pavillons sont beaucoup trop chers à notre sens, non pas qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils sont, mais qu'ils sont trop chers pour être recommercialisés au travers de notre marque. On arriverait à des pavillons qui coûtent 6, 8, 10 fois le prix d'une chambre de compression, donc on a trouvé que ça ne faisait pas vraiment sens. Je voudrais ajouter qu'il y a des marques pro qui font déjà des très bons pavillons, qui ont tout étudié très bien et vous pouvez déjà associer ces pavillons-là à nos chambres de compression. Nous-mêmes, on a fait des essais et ça marche très bien. Si on développe un pavillon, pour nous, il faut qu'il apporte quelque chose sur le marché, comme tous nos produits, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apporte quelque chose qui n'est pas encore présent sur le marché. Dans cet état d'esprit, on avait pensé une solution qui est ici. On avait fait faire des pavillons avec un profil particulier sur lequel on a travaillé. C'est fait avec une impression 3D dans un matériau dans lequel on ajoute de la fibre de verre pour que ce soit plus inerte. La contrainte qu'on a, c'est que le diamètre extérieur du pavillon, le diamètre final du pavillon, ne peut pas excéder 285 mm de mémoire, ce qui fait que la fréquence de courbure basse du pavillon est autour de 800 Hz. Donc on peut utiliser le pavillon à partir de 1,5 kg, 1,8 kg dans ces eaux-là. Donc c'est pertinent pour des petites chambres de compression comme la CMP 35 VPA, mais c'est pas compatible avec des plus grosses chambres de compression comme notre CMP 65 VPA. Donc la question n'est pas close, on est encore en train de travailler sur le sujet. Pour être honnête, c'est pas notre priorité, mais on l'oublie pas pour autant. On va, je pense, continuer à explorer cette solution-là, et puis on reviendra vers vous quand on aura quelques propositions. La deuxième partie de la question, c'est sur éventuellement faire un kit qui utilise un pavillon et une chambre de compression avec des haut-parleurs cartésiens. Alors c'est prévu, on est toujours en train de développer un kit qui utilise deux WOM 145 VHE et qui s'associe avec la chambre de compression CMP 35 VPA, et on est aussi en train de penser à un kit qui est un petit peu plus ambitieux avec les WOM 165 VHE et la chambre de compression CMP 65 VPA. Donc ça, c'est des kits qui vont arriver, je pense, entre le printemps et l'été prochain. Et donc vous aurez des kits entre guillemets au rendement avec des haut-parleurs cartésiens à bord. Cette question m'amène à la question de monsieur Clément B. Alors personne n'a encore posé la question. C'est quoi cette enceinte à côté de vous ? Point d'interrogation. Difficile de voir sur la vidéo, mais on dirait un tout petit tweeter suspendu devant un haut-parleur de médium dans un guidon pavillon. Point d'interrogation. Alors oui, effectivement, je pense que Clément B parle. Alors là, j'ai donné le nom, désolé. CB parle de cette enceinte-là qui est derrière moi, qui était déjà à côté de moi dans la précédente vidéo. Alors cette enceinte, elle a été faite il y a plusieurs années quand on a commencé à développer certains haut-parleurs comme le WOM 145 VHE. Elle utilise l'ancêtre du WOM 145 VHE avec une chambre de compression qui n'est pas distribuée. Et le petit tweeter qui est devant, c'est le même tweeter qu'il y a sur le Cox 120 VHP. Ce prototype-là nous a servi à développer tout un tas de choses, des technologies sur les haut-parleurs, et puis de faire des essais pour nous assurer que les haut-parleurs qu'on développait avaient un bon son et n'étaient pas seulement bons à la mesure. Donc voilà pour ce groupe de questions, on va passer aux questions suivantes. On arrive à la question de monsieur LR. Quels sont vos critères de mesure lors du développement de vos haut-parleurs pour vous assurer des qualités acoustiques de vos produits ? Alors, moi j'aime bien cette question parce que on a déjà eu plusieurs remarques par email sur le fait qu'il existait des haut-parleurs avec des réponses en fréquence plus linéaire ou ci ou ça. Alors nous, quand on développe un haut-parleur, le premier critère qui nous permet de juger la qualité, c'est un test que nous faisons en interne, que nous avons co-développé avec Clipel, qui consiste à générer un bruit de quelques secondes, toujours le même, et de comparer ce bruit à deux choses. La première chose, c'est les déplacements de la membrane grâce au laser. La deuxième chose, c'est la pression acoustique grâce au micro.
Et quand on compare ça, on peut savoir si le haut-parleur est capable d'effectuer de bonnes transitoires, s'il a des traînages à certains endroits, s'il a des non-linéarités, etc., etc. Là, on teste le haut-parleur en mode dynamique, et c'est infiniment plus pertinent que de le tester en mode statique, que ce soit sur un sweep, sur une fréquence pure, ou tout ce type de tests qui ne sont absolument pas pertinents, puisqu'ils ne reflètent pas du tout le fonctionnement normal d'un haut-parleur sur un signal audio, musique, voix, ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment notre premier test, et c'est le plus important à nos yeux. Ensuite, le deuxième test, c'est sur la réponse impulsionnelle. Encore une fois, c'est l'aspect transitoire qui va nous intéresser. On va regarder si après d'abord si le temps de montée est bref et si le front est propre, et ensuite lors de la descente du haut-parleur, on va regarder s'il y a des rebonds, ce qui veut dire qu'il y a des résonances à certains endroits qui sont après coup, après la montée, donc qui vont arriver en plus en retard, donc ça s'entend à tous les coups. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de cibler et d'éliminer dès le début de la conception. Le test suivant qui est important pour nous, ça va être la différence entre la réponse en fréquence dans l'axe et la réponse hors axe. Si on a un haut-parleur avec une réponse qui est plate dans l'axe, mais qui en dehors de l'axe est accidentée, c'est pire que d'avoir une réponse qui est moins linéaire dans l'axe, mais hors axe, ça reste parallèle. Parce que lorsque le haut-parleur sera filtré, on est sûr que les réflexions qui vont être produites par le haut-parleur sur les murs, etc., vont pas engendrer plus de pression acoustique sur le point d'écoute au final. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour nous dans la distorsion? C'est d'abord la distorsion d'intermodulation. Parce que ça signifie qu'on joue plusieurs signaux en même temps, plusieurs fréquences en même temps, comme n'importe quel signal audio qu'on ait, contrairement à la distorsion harmonique qui, elle, est très bête. On joue une fréquence pure et on regarde ce qui se passe quand on joue juste une fréquence pure. Ça, c'est un cas qui n'existe pas. On peut faire des haut-parleurs qui ont un taux de distorsion harmonique qui est très bas et qui restent de très mauvais haut-parleurs. Et puis après, il y a tout un tas de tests que je ne vais pas développer ici. On regarde la remontée sur la courbe d'impédance. On regarde bien sûr les non-linéarités avec les trois grandes mesures du facteur de force, de la raideur des suspensions, la linéarité de l'inductance. Et puis ça, c'est vraiment le groupe de mesures type que nous faisons lors du développement de chacun de nos haut-parleurs. On arrive à la question de monsieur BP. Bonjour, concernant les haut-parleurs passifs, allez-vous produire ce genre de produits et quand seront-ils commercialisés? Le kit Nouvelle Courtisane Compact entre parenthèses TWT28 VMS et le Sub 120 VHE, quand sera-t-elle disponible chez TLHP? J'ai commandé 2 WIP 120 pour faire des enceintes tableau entre guillemets, faible profondeur, et je pense me faire un petit système hi-fi home cinéma haut de gamme. Merci pour vos différentes vidéos, c'est un régal pour un néophyte entre parenthèses comme moi d'avoir des explications claires sur les HP et leur mise en œuvre. Amicalement, P. Alors merci pour les compliments et la question. Je commence avec les haut-parleurs passifs. Alors oui, nous aimerions commercialiser un haut-parleur passif. On est en train de terminer d'autres haut-parleurs pour pouvoir le faire. Je ne vais pas trop en dire aujourd'hui. Simplement, on travaille sur des haut-parleurs de 7 pouces. Aujourd'hui, ça manque à notre catalogue. Nous ne les avons pas développés jusqu'à aujourd'hui parce que nous avions des concurrents qui faisaient des haut-parleurs que nous estimions plus compétitifs que nos prototypes, donc on a décidé de ne pas les mettre sur le marché. Mais depuis, on a retravaillé notre concept et on est sur le point de finaliser un produit qui marche très bien et qui est très nettement compétitif. Donc on va terminer ça pour le printemps. Et toujours dans ce diamètre-là, 7 pouces, on pense que c'est le bon diamètre pour faire un radiateur passif. On le déclinera peut-être éventuellement sur du 4 pouces pour accompagner les Sub 120, mais c'est pas sûr. Donc si ces haut-parleurs passifs arrivent, ils arriveront au printemps. Si ça vous intéresse, mettez-nous-le en commentaire, ça nous motivera à les développer et à convaincre notre distributeur qu'il faut les distribuer.
Pour la deuxième partie de votre question, écoutez, je suis sûr que votre système home cinéma hi-fi avec les WIP 120 va très bien fonctionner. Nous, on avait fait des essais avec ce petit WIP 120 VHE dans des satellites en 5.1 pour les 3 frontales, coupé à 70 Hz dans le bas si ma mémoire est bonne. Ça marchait vraiment très bien, donc je suis sûr que votre système fonctionnera très bien lui aussi. Alors on a fait une petite pause, on a remarqué qu'on était déjà à 25 minutes de vidéo, donc il reste 4 questions et on va aller assez vite pour pas que cette vidéo soit trop longue et indigeste. On arrive à la question de monsieur DB, ça s'invente pas, qui nous dit « J'étais l'un des premiers à vous laisser un commentaire sur votre chaîne YouTube et des années après je me demande encore pourquoi vous passez autant de temps à faire ces vidéos. » Alors, bon, je sais pas comment je dois le prendre, merci pour la question. C'est vrai que ça prend du temps, on fait ces vidéos-là pour avoir une discussion au travers des commentaires que vous laissez avec les passionnés, et du coup c'est une manière de partager la passion, d'avoir vos retours, etc. La deuxième raison, c'est dans l'idée de faire ce que j'appelle de l'éducation, dans le sens où on va donner des clés à ceux qui soit sont déjà passionnés, soit ceux qui s'intéressent au monde de l'audio, pour avoir des critères de choix quand vous achetez un haut-parleur ou un produit fini, ou quand vous le conseillez, pour vraiment pouvoir être plus à même de faire des choix sur des critères techniques vrais dans le monde de l'audio. Petite parenthèse, je pense que le monde de l'audio est encore aujourd'hui trop pollué par des croyances absolument infondées. On va pas citer de marque, mais je voyais il y a quelques mois encore un fabricant qui mettait 4 haut-parleurs sur le marché et qui disait celui-là fait plus de grave parce qu'il y a 2 ferrites. Ah, celui-là il a un grave qui est plus rapide parce que la membrane est en papier. C'est complètement faux. Il faut, je pense, que les consommateurs aient des clés de compréhension pour faire des choix qui soient justes, et en devenant plus exigeants, vous forcerez les marques à être plus exigeantes et à donner des produits qui sont plus élaborés, plus aboutis, qui ont été mieux étudiés, etc., etc. Je m'étonne encore qu'il y ait si peu de fabricants qui publient les non-linéarités de leur haut-parleur. On vous donne des paramètres yield small, on ne vous dit pas sur quelle excursion c'est vrai. Moi, quand je teste des haut-parleurs concurrents au labo, on observe que les paramètres yield small sont vrais sur des excursions de quoi 0,5, 1 mm pour des haut-parleurs de grave de 6 pouces. Je pense que vraiment, il y a un gros travail à faire. Et encore une fois, c'est en ayant un public averti, qui soit éduqué, qui ait des connaissances techniques approfondies, que les marques seront obligées de répondre avec des critères qui soient vrais et justes. Et je pense aussi qu'autour de vous, vous allez distiller votre savoir auprès de vos proches, et c'est tout les potentiels acheteurs de produits audio qui deviennent plus exigeants. Voilà l'idée qu'il y a derrière se faire ces vidéos. Alors, ça m'amène à une autre question qui est de monsieur LG. Beaucoup de vos concurrents ne font que soit des produits pro, soit des produits hi-fi. Vous faites les deux. Alors, quels sont pour vous vraiment vos concurrents ? On a des concurrents, si seulement on était seul. Non, on a des concurrents. Alors c'est vrai, je pense par exemple à des marques comme Scanspeak ou Accuton qui sont des concurrents pour les produits hi-fi, qui font pas de produits audio. Par contre, il y a des marques qui font aussi des bons produits comme SB Acoustic et qui ont sorti une gamme de produits SB Audience, qui sont aussi dans le domaine pro. Après, nous, on répond à 4 marchés. C'est les lettres que vous voyez derrière les références des produits. VMS, c'est pour Monitoring Studio. VHP, c'est High Performance, c'est des produits multimédia haut de gamme. VHE, c'est High End, et VPA, c'est Professional Application. Alors dans les produits pro, nous on fait pas de sonorisation longue portée, donc on va pas être en concurrence avec des marques comme BC Speaker ou Bema ou que sais-je, qui eux font des produits pour sonorisation longue portée, qui ont d'autres contraintes de résister à la pluie, à des températures négatives, très chaud, très froid, des chocs, etc. C'est un autre marché. Mais
Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer un seul haut-parleur par segment de marché. On n'aura pas par exemple un haut-parleur de 6 pouces décliné en 8 versions, en 4 ohms, en 8 ohms avec une membrane papier, aluminium, Kevlar, que sais-je. Non, on développe le produit qui pour cette utilité-là sera le plus optimisé possible. Et après, pour les marques qui ont besoin d'avoir un produit qui n'est pas celui auquel nous avions pensé lors de notre développement, à ce moment-là, on va modifier. Alors, dans nos concurrents, il y a des concurrents que je pense être plus des sources de motivation pour toujours se dépasser. Je pense notamment à Purify qui fait des très bons produits et j'aime voir leurs nouveautés et je suis toujours aussi content quand je vois qu'il y a d'autres marques qui font enfin des petits efforts pour faire évoluer le haut-parleur un petit peu plus que des progrès qui ont été faits depuis maintenant un siècle. Alors, on arrive... une question qui est en lien. Qui sont vos clients de Monsieur JJF? Alors, on nous l'a déjà souvent demandé. C'est difficile pour nous de dire avec quelle marque on travaille. On ne le fera pas aujourd'hui. Par contre, j'ai mis à côté de moi quelques haut-parleurs pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Les haut-parleurs qui sont distribués, ils servent de plateforme pour souvent des petites ou moyennes structures dans le monde de l'audio pour modifier les haut-parleurs. Alors j'ai des exemples, par exemple, j'ai l'ancêtre du Sub 120 VHE qui est ici, voilà, qui était fait pour une marque nord-américaine. J'ai par exemple des variantes du haut-parleur TWT28 VMS, là dans une version complètement sans compromis, avec un moteur qui a été revu, etc. En fait, je crois qu'il n'y a que le dôme qui reste du TWT28 VMS. Et puis, à contrario, on a une version simplifiée qui a été faite pour une marque française. Voilà, donc c'est une version simplifiée du TWT28 VMS. Et puis, j'ai encore l'ancêtre du MID 120 qui est ici. Toujours une marque américaine, ça. Ça, c'est des haut-parleurs qui ont été faits à partir de la gamme existante, mais qui sont modifiés. Alors des fois, vous voyez, c'est l'inverse. Quand je dis ancêtre, ça veut dire que d'abord, on a fait un haut-parleur pour un client qui n'a pas souhaité avoir l'exclusivité, et du coup, nous, on va le décliner dans une version qu'on distribue. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, et c'est, j'allais dire, notre cœur de métier, c'est de faire des haut-parleurs qui sont exclusifs pour des grandes marques. Alors, quand on fait des haut-parleurs exclusifs, on va développer le haut-parleur de A à Z, on va créer toutes les pièces spécifiquement pour le client. Alors là, j'ai un exemple. Je pense que c'est l'un des haut-parleurs les moins chers qu'on fait. C'est un petit haut-parleur de médium qui est motorisé. Il nous arrive de faire des châssis. Donc on dessine les châssis, on va les faire injecter en aluminium en fonction des besoins du client. Et puis là j'ai un exemple d'un autre haut-parleur où on a fait le châssis. De toute façon tous les haut-parleurs exclusifs, c'est assez lourd. Les châssis sont faits sur mesure. Donc voilà, un haut-parleur de grave avec une bobine de 5 pouces je crois, qui a été fait exclusivement pour un client allemand. On a des plus petits modèles aussi. Ça c'est pour une marque australienne, c'est un haut-parleur de grave aussi. Donc on reconnaît un peu l'ADN cartésien avec le moteur qui ressemble un petit peu à celui du Sub 120. Voilà. Et la marque est embossée sur le châssis, vous le verrez bientôt pour ceux qui s'intéressent au monde de l'audio. Voilà des exemples. Alors la dernière question va aller très vite, c'est Monsieur LL qui nous demande « Vous utilisez quoi comme HP vous en perso ?» Alors c'est très simple, c'est juste par enceinte 2 Sub 120 VHE avec un TWT28 VMS et l'amorce de pavillon, donc c'est des haut-parleurs que vous trouvez chez tous les haut-parleurs dans une petite colonne en 2 voies, voilà, rien d'exceptionnel.
On va s'arrêter là pour les questions. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse certaines questions. Je pense notamment à la question sur la phase, où on aurait pu dire encore beaucoup de choses. Le terme de distorsion de phase, par exemple, c'est un terme commercial qui a été fait dans le monde des synthétiseurs dans les années 80, je dirais, de tête, pour faire de nouveaux effets, de nouveaux sons. C'est un petit peu basculé dans le langage technique sans qu'on puisse vraiment le rattacher à des phénomènes, des problématiques techniques. On aurait pu parler de la variation de phase en fonction de la remontée sur la courbe d'impédance, etc. De se demander si on parlait de la phase acoustique ou de la phase électrique. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Bref, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en commentaire. On pourra approfondir dans une prochaine vidéo. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec 1 minute. On a fait une petite vidéo. En automne, on a assemblé des haut-parleurs Cox 120 VHP. Et on en a profité pour aller un petit peu filmer de temps en temps sur la ligne de production les différentes étapes d'assemblage d'un haut-parleur. Alors tout n'y est pas, loin de là. Il y a certaines choses qui n'y sont pas et c'est voulu. D'autres parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas voulu filmer. On a voulu que ce soit très court, très bref, ça dure que 1 minute. Donc j'espère que vous allez apprécier. On fera une prochaine vidéo, je pense, février ou mars, pas avant. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, à bientôt.